Le soleil était bas au-dessus du massif de la Zugspitze lorsque Helena Hartmann traversa pour la première fois les ruelles étroites de Grenau. Le village bavarois était niché entre des collines douces et des sommets escarpés, un décor de carte postale qui semblait presque irréel. Helena avait 27 ans, elle était kinésithérapeute à Munich et en avait assez de l'agitation de la grande ville, des relations insatisfaisantes, de la superficialité qui avait déterminé sa vie. Grenau promettait autre chose, le calme, l'authenticité, un endroit où le temps s'écoulait différemment. Son nouveau lieu de travail se trouvait dans une clinique de rééducation privée à la périphérie de la ville, spécialisée dans les traitements post-opératoires et la médecine sportive. Le poste était bien rémunéré, les locaux modernes, mais surtout, il offrait à Helena le nouveau départ dont elle rêvait. Elle avait loué un appartement de 2 pièces à l'étage supérieur d'une maison traditionnelle en bois dont le balcon offrait une vue imprenable sur la Zugspitze. La propriétaire, Madame Kaiser, une femme résolue d'une 60aine d'années, lui avait déjà fait comprendre lors de son emménagement qu'à Grenau, tout le monde se connaissait et que les nouveaux arrivants étaient considérés avec curiosité, mais aussi avec prudence. Helena passa ses premiers jours à s'installer. Elle disposa ses quelques meubles, accrocha des tableaux au mur, plaça des plantes sur les rebords des fenêtres. Tout devait devenir confortable, un refuge après les turbulences des derniers mois à Munich. Là-bas, elle avait eu une relation avec un homme marié, une liaison qui avait failli la détruire. Elle s'était jurée de ne plus jamais refaire la même erreur, de ne plus jamais tomber dans le piège d'une attirance interdite. Lors de son 5e jour à Grenau, Helena se rendit pour la première fois au café du village, l'Alpenblick. Il était situé directement sur la petite place du marché, entouré de vieux tilleuls et d'une église avec un clocher en forme de bulbe. Le café était confortablement aménagé, avec des nappes à carreaux, du bois sombre et l'odeur d'un strudel aux pommes fraîchement cuit. Helena commanda un cappuccino et s'assit près de la fenêtre. Elle observait les villageois qui se saluaient, discutaient et riaient. C'était un autre monde, un monde qui lui semblait étranger et fascinant à la fois. Alors qu'elle buvait son café, son regard se posa sur un homme qui venait d'entrer dans le café. Il était grand, athlétique, la trentaine, avec des cheveux blonds foncés et un visage ouvert et sympathique. Il portait des vêtements de plein air, des chaussures de randonnée et une veste avec le logo d'une association de guides de montagne. Il salua la serveuse par son prénom, plaisanta brièvement avec un monsieur âgé au comptoir et commanda un espresso à emporter. Son charisme était naturel, sans effort. Helena se surprit à le regarder plus longtemps que nécessaire. L'homme se retourna et leurs regards se croisèrent. Il lui adressa un sourire sincère et chaleureux, et Helena sentit son cœur battre plus fort. Elle lui rendit son sourire, hésitante, puis baissa rapidement les yeux vers sa tasse. Lorsqu'elle releva la tête, il se dirigeait déjà vers la porte, mais il lui jeta un dernier regard avant de sortir. Helena prit une profonde inspiration. Elle se reprocha sa réaction. Elle n'était pas venue à Grenau pour se mettre dans des situations compliquées. Le lendemain, Helena commença son travail à la clinique. Ses collègues étaient aimables, même si elle restait quelque peu distante. Sabine Kramer, une kinésithérapeute d'une 40aine d'années, prit particulièrement le temps de former Helena. Sabine était originaire de Grenau, où elle était née et avait grandi, et elle connaissait toutes les histoires, toutes les rumeurs, toutes les familles du village. Pendant la pause déjeuner, elle parla à Helena des particularités de la communauté, des anciennes traditions, de l'importance de l'Église et de la vie associative. Sabine est devenue plus sérieuse lorsqu'elle a abordé le sujet des relations. Ici, ce n'est pas comme en ville, a-t-elle dit. Ici, tout le monde connaît le passé de chacun. Les divorces sont rares, les aventures encore plus rares, et lorsqu'elles existent, elles ne restent pas secrètes longtemps. Les gens parlent. Toujours. Helena a acquiescé, prenant note de l'avertissement, même si elle ne comprenait pas pourquoi Sabine abordait précisément ce sujet. Une semaine plus tard, par un samedi après-midi ensoleillé, Helena décida de faire une randonnée jusqu'au lac Eibsee.
Niché entre les forêts et les montagnes, le lac scintillait de ses eaux turquoises sous le soleil. Le chemin était bien balisé, pas trop difficile, parfait pour une première excursion dans les environs. Elena prépara son sac à dos, enfila ses chaussures de randonnée et se mit en route. Le sentier traversait des forêts denses, longeait des ruisseaux murmurants et des clairières où paissaient des vaches. L'air était pur et frais, imprégné du parfum des sapins et de l'herbe fraîche. Elena se sentait vivante, libre, loin des soucis et des déceptions du passé. Au bout de 2 heures environ, elle arriva au lac Ipsé. Le panorama était à couper le souffle. La Zugspitze trônait majestueusement en arrière-plan, son sommet encore recouvert de neige, tandis que le lac scintillait dans d'innombrables nuances de bleu et de vert. Elena s'assit sur un banc au bord de l'eau et sortit sa bouteille d'eau. Elle ferma les yeux et profita du silence, interrompu seulement par le bruissement du vent dans les arbres et le cri lointain d'un oiseau. C'était un moment de paix totale, un moment où elle sentit que sa décision de venir à Grenot avait été la bonne. « Bonjour !» La voix fit sursauter Elena. Elle ouvrit les yeux et vit l'homme du café debout devant elle. Il portait le même équipement de plein air que la première fois, un sac à dos sur le dos et des bâtons de randonnée à la main. Son sourire était tout aussi franc et amical qu'auparavant. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur, dit-il. Je vous ai vu au café et j'ai pensé venir vous saluer. Je m'appelle Florian Lechner. » Elena se leva et serra la main qu'il lui tendait. Elena Hartmann. « Je suis nouvelle ici, je suis arrivée il y a quelques jours seulement. » Florian acquiesça. « Oui, j'ai entendu dire. À Grenot, ce genre de choses se sait vite. Bienvenue. » Il était simple, sans aucune arrogance. Elena se sentit immédiatement à l'aise en sa présence. Ils engagèrent la conversation. Florian lui raconta qu'il était guide de montagne, qu'il organisait des randonnées dans les Alpes en été comme en hiver. Il avait grandi à Grenau, avait vécu quelques années à Innsbruck, mais était revenu il y a 3 ans parce que les montagnes, la nature et le calme lui manquaient. Elena lui parla de son travail à la clinique, de son envie de prendre un nouveau départ, de son amour de la nature. Ils discutèrent des sentiers de randonnée, des meilleurs points de vue, des défis de la vie dans un petit village. Au bout d'un moment, Florian lui demanda si elle voulait bien l'accompagner jusqu'au parking. Le chemin était le même, et il pouvait lui montrer quelques endroits cachés que les touristes manquaient généralement. Elena hésita un instant. Cela lui semblait naturel, sans danger. Elle accepta donc. Ils rentrèrent ensemble, plus lentement cette fois, en faisant plus de pauses. Florian lui montra une petite cascade située à l'écart du chemin principal et un point de vue d'où l'on pouvait admirer toute la vallée. Son enthousiasme pour la montagne était contagieux, ses récits de randonnée captivants. Elena sentit qu'elle se détendait, que les barrières qu'elle avait érigées autour d'elle commençaient lentement à s'effriter. Arrivés au parking, ils se dirent au revoir. Florian proposa à Elena de l'aider pour d'autres randonnées, de lui montrer les meilleurs itinéraires. Il lui donna son numéro de téléphone. « Si tu as des questions ou besoin de quelqu'un pour t'accompagner, n'hésite pas à m'appeler. » Elena le remercia et promit de le contacter. Au cours des semaines suivantes, Elena et Florian se rencontrèrent régulièrement. Au début, il s'agissait uniquement de randonnées, d'excursions communes dans les montagnes, au cours desquelles ils parlaient de tout et de rien. Florian lui raconta l'histoire de sa famille, qui vivait à Grenot depuis des générations, de son père, qui avait également été guide de montagne, de sa mère, qui tenait le magasin de fleurs du village. Elena lui racontait sa jeunesse dans un petit village de Basse-Bavière, ses études à Munich, ses rêves et ses peurs. Ce qui fascinait Elena chez Florian, c'était son authenticité. Il n'était pas comme les hommes qu'elle avait rencontrés à Munich, qui jouait toujours un rôle, qui voulait toujours se donner une image. Florian était lui-même sans masque, sans faux semblant. Il parlait ouvertement de ses sentiments, de ses doutes, de sa passion pour la montagne. C'était rafraîchissant, libérateur, et Elena sentait qu'elle était attirée par lui plus qu'elle ne voulait l'admettre.
Un soir, après une randonnée particulièrement longue, Florian invita Elena dans son appartement. Il vivait dans une petite maison à la lisière du village qu'il avait aménagée avec beaucoup d'amour pour le détail. Des poutres en bois au plafond, un poêle en faïence dans un coin, des photos de montagnes et de sommets au mur. C'était un endroit confortable, chaleureux, qui reflétait la personnalité de Florian. Ils s'assirent sur le canapé, burent du thé et parlèrent des événements de la journée. Florian lui raconta une opération de sauvetage difficile qu'il avait menée des années auparavant, la peur qu'il avait ressentie, mais aussi la satisfaction d'avoir sauvé une vie. Elena l'écoutait avec fascination. À ce moment-là, dans la chaleur de son foyer, dans l'intimité de la conversation, elle sentit que quelque chose changeait entre eux. Florian la regarda, le regard sérieux, intense. « Elena, je dois te dire quelque chose. » Sa voix était douce, presque hésitante. Elena sentit son cœur battre plus fort. « Qu'y a-t-il » Florian hésita, se débattit avec lui-même. Puis il dit « Je suis marié ». Ces mots frappèrent Elena comme un coup de poing. Elle le fixa, incapable de parler. Florian poursuivit. « Je me suis marié il y a 3 mois. Ma femme s'appelle Katharina. Elle est actuellement aux États-Unis pour 6 mois, dans le cadre d'un séjour de recherche pour sa thèse en biochimie. Elle ne reviendra qu'au printemps. » Elena se leva, la tête lui tournait. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Sa voix tremblait. Florian se leva également, les mains tendues, comme s'il voulait la rassurer. « Parce que je ne savais pas comment faire. Parce que je suis attiré par toi, Elena, depuis le premier jour au café. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Elena recula. « C'est fou, Florian. Tu es marié. Jeune marié. Je ne peux pas. » Florian s'approcha. « Je sais que c'est compliqué, mais Katharina et moi, nous avons des problèmes. Elle est tellement concentrée sur sa carrière, sur ses recherches. J'ai parfois l'impression que je ne suis qu'une chose secondaire pour elle. Le mariage était son idée, pas la mienne. J'ai accepté parce que c'était ce qu'on attendait de moi, parce que nos familles le voulaient. Mais je ne suis pas heureux. » Elena secoua la tête. « Cela ne justifie rien. Tu as des obligations envers elle. Et moi, j'ai juré de ne plus jamais me retrouver dans une telle situation. » Elle attrapa sa veste, prête à partir. Florian la retint par le bras, doucement mais fermement. « S'il te plaît, Elena, ne pars pas. Du moins, pas comme ça. Parlons-en. » Elena s'arrêta, le corps tendu. « Qu'y a-t-il à discuter? Tu es marié, c'est tout ce qui compte. » Florian lâcha son bras. « Je comprends ta réaction. Vraiment. Mais je te demande juste une chose. Ne me juge pas sans connaître toute l'histoire. Katharina et moi sommes ensemble depuis des années, mais notre relation n'a jamais été passionnée. Elle était confortable, sûre, prévisible. Quand elle m'a proposé de nous marier, j'ai dit oui, car je pensais que cela changerait peut-être quelque chose. Mais rien n'a changé. Et puis tu es apparu. » Elena sentit sa colère se transformer peu à peu en confusion. Elle voulait partir, prendre ses distances avec cette situation, mais une partie d'elle voulait rester, voulait comprendre, voulait le croire. Elle s'est rassise sur le canapé, les mains tremblantes. « Parle-moi de Katharina. » Florian s'est assis à côté d'elle, à une certaine distance, respectueusement. « Katharina est brillante. C'est l'une des femmes les plus intelligentes que je connaisse. Mais elle est aussi renfermée, émotionnellement inaccessible. Nous parlons de faits, de projets, de logistique, mais jamais de sentiments. J'ai essayé de l'atteindre, vraiment, mais elle érige toujours des murs. Quand elle a eu l'occasion d'aller à Boston, elle n'a pas hésité une seconde. Elle ne m'a pas demandé si j'étais d'accord, si elle me manquerait. Elle a simplement fait ses valises et est partie. » Elena écoutait. Son esprit travaillait fébrilement. Elle connaissait ces histoires, elle les avait entendues 100 fois, celles d'hommes qui décrivaient leurs femmes comme froides, distantes, incompréhensives. Mais le ton de Florian était différent. Ce n'était ni une accusation, ni une justification. C'était de la résignation, de la tristesse, une profonde déception face à une relation qui n'avait jamais été ce qu'elle aurait pu être.
Et qu'attends-tu de moi maintenant? Demanda finalement Helena. Florian la regarda, les yeux pleins d'honnêteté. Rien. Je n'attends rien. Je voulais juste être honnête avec toi. J'aurais dû te le dire plus tôt, je l'admets. Mais j'avais peur de te perdre avant même que nous ayons eu la chance de découvrir ce qu'il y avait entre nous. Helena se leva à nouveau. Florian, je dois partir. J'ai besoin de réfléchir. Tout cela est trop pour moi. Florian acquiesça. Je comprends. Mais s'il te plaît, Helena, ne coupe pas tout contact. Restons au moins amis. Helena ne répondit pas. Elle enfila sa veste, ouvrit la porte et sortit dans la nuit froide. Son esprit était envahi par un chaos de pensées et d'émotions. Elle savait qu'elle devait rester loin de Florian, que tout contact supplémentaire ne mènerait qu'à la souffrance. Mais une partie d'elle, une partie qu'elle ne pouvait contrôler, voulait retourner dans son appartement, voulait être dans ses bras, voulait croire qu'ils avaient une chance. Au cours des jours suivants, Helena essaya d'éviter Florian. Elle prit d'autres chemins pour se rendre au travail, ne se rendit plus à l'Alpenblick et passa son temps libre dans son appartement. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle se souvenait de son sourire, de sa voix, de la façon dont il la regardait. Elle essayait de chasser ces paroles de son esprit, mais elles résonnaient sans cesse. Au bout d'une semaine, elle reçut un message de sa part. Quelques mots seulement. « Je suis désolé. Nos conversations me manquent. » Helena fixait l'écran de son téléphone portable. Elle savait qu'elle ne devait pas répondre, que toute réponse serait un pas dans la mauvaise direction. Mais ses doigts bougeaient tout seuls. « Elles me manquent aussi, » écrivit-elle. Et ce message marqua le début d'un dangereux voyage qui allait dépasser tout ce qu'Helena aurait pu imaginer. Le message était envoyé. Helena fixait son téléphone et regrettait immédiatement ce qu'elle venait de faire. Mais il était trop tard. La réponse de Florian arriva en quelques minutes. « On peut se voir demain soir, pas au village, quelque part où personne ne nous verra. » Helena hésita. La partie rationnelle de son esprit lui criait de refuser. Mais ses doigts tapaient déjà. Où? Ils se retrouvèrent le lendemain soir sur un parking près des gorges de Partnach, à l'écart des circuits touristiques. Il faisait déjà nuit, les montagnes projetaient de longues ombres. Florian attendait près de sa voiture, les mains enfoncées dans ses poches. Quand Helena sortit de la voiture, elle vit le soulagement sur son visage. Ils marchèrent en silence le long du chemin, passant devant des cascades rugissantes et des parois rocheuses escarpées. La gorge était d'une beauté fantomatique au clair de lune, l'eau scintillant d'un éclat argenté entre les pierres sombres. Finalement, ils s'arrêtèrent à un endroit où le rugissement de l'eau couvrait toute conversation. Florian se tourna vers elle. « Merci d'être venue. » Helena se contenta d'acquiescer, elle ne savait pas quoi dire. Florian s'approcha. « Je n'ai pensé qu'à toi ces derniers jours, à ce que je t'ai dit, à ce que je ressens. Katharina m'appelle 2 fois par semaine. Nous parlons de son laboratoire, de ses collègues, du temps à Boston. Mais jamais de nous. C'est comme si elle avait oublié qu'elle était mariée. Cela ne justifie rien, dit Helena doucement. Tu es quand même lié. Florian soupira. Je sais, mais peut-on être lié à quelque chose qui n'a jamais vraiment existé? Notre mariage est une construction, Helena, un bout de papier. Pas d'amour, pas de passion, pas de lien. Helena sentit ses défenses s'effriter. Elle ne voulait pas le croire, mais ses mots semblaient si sincères, si désespérés. Florian tendit la main et lui caressa doucement la joue. Ce que je ressens pour toi est réel. La première chose vraiment authentique depuis des années. À ce moment-là, Helena aurait pu partir. Elle aurait dû partir. Mais elle resta, et lorsque Florian se pencha vers elle et l'embrassa, elle lui rendit son baiser. C'était un baiser plein de désespoir et de désir interdit, un baiser qui changea tout. À partir de cette soirée, ils se retrouvèrent régulièrement, toujours dans des endroits isolés, toujours après la tombée de la nuit.
La gorge de Partnachklam devint leur lieu secret, mais aussi des refuges de montagnes abandonnés, des chemins forestiers isolés, des endroits où ils pouvaient être sûrs de ne pas être vus. Florian était prudent, presque paranoïaque. Il vérifiait chaque fois les environs, effaçait tous les messages immédiatement après les avoir lus, payait en espèces lorsqu'ils allaient boire un verre quelque part. Elena essayait d'apaiser sa conscience. Elle se disait que Katharina était loin, qu'elle ne savait rien, qu'elle ne pouvait pas être blessée tant qu'elle n'apprenait rien. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Elle était devenue complice de quelque chose qu'elle détestait. Les semaines passaient. Les gens commençaient à parler dans le village. Sabine aborda Elena à la clinique. Les gens t'ont vu avec Florian, sur le parking près de la gorge. Elena se figea. Nous sommes juste amis. Il me fait visiter la région. Sabine secoua la tête. Elena, sois prudente. Florian vient de se marier. Sa femme est partie, oui, mais elle a de la famille ici, une famille puissante. Le père de Katharina est maire. Son frère dirige la caisse d'épargne. Si tu te retrouves impliqué dans quelque chose qui tourne mal, c'est toi qui devras quitter le village, pas lui. Elena ne put oublier cet avertissement. Ce soir-là, elle confronta Florian. Nous devons être plus prudents. Les gens parlent. Florian pâlit. Qu'ont-ils dit? Elena lui parla de l'avertissement de Sabine, du pouvoir de la famille de Katharina. Florian jura à voix basse. Son père, Klaus Brenner, il contrôle tout dans ce village. Chaque contrat, chaque autorisation, chaque décision. S'il apprend ce qui se passe entre nous, il me détruira. Et toi aussi. Alors nous devons arrêter, dit Elena, même si cela lui brisait le cœur. Florian secoua la tête. Je ne peux pas arrêter de te voir. Je t'aime, Elena. Ces mots la surprirent. Personne ne lui avait jamais dit cela, avec une telle franchise, une telle honnêteté. Elle voulait lui répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Début décembre, tout changea. Florian reçut un message de Katharina. Elle rentrait plus tôt que prévu. Pas au printemps, mais dans 2 semaines. Ses recherches étaient terminées. Elle voulait passer Noël à la maison. Florian était désespéré. Je pensais que nous avions plus de temps. Le temps de trouver une solution, de lui parler. Elena sentit la panique monter en elle. Que va-t-on faire? Florian lui prit les mains. Je vais rompre avec elle. Je vais lui dire que je n'en peux plus. Que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je veux vraiment être. Mais Elena savait que ce n'était pas si simple. À Greno, dans ce village traditionnel et étroit, un divorce après 3 mois de mariage était un scandale. Et Florian perdrait non seulement Katharina, mais aussi sa réputation, son entreprise, toute sa vie. Les 2 semaines passèrent à toute vitesse. Florian devint plus silencieux, plus tendu. Elena sentait qu'il avait peur, qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Et puis, par une froide soirée de décembre, Katharina revint. Elena la vit pour la première fois sur la place du village. Elle était plus petite que prévu, menue, avec des cheveux courts et foncés et des lunettes. Elle semblait intelligente, concentrée, mais aussi fatiguée. Florian se tenait à côté d'elle, portant ses valises. Il souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Alors qu'Elena s'apprêtait à passer, leurs regards se croisèrent un bref instant. Le visage de Florian devint livide. Ce soir-là, il lui écrivit « Nous devons arrêter, au moins pour un certain temps. » Katharina se méfie. Elle m'a demandé pourquoi j'avais semblé si distant ces derniers mois. Elena fixa le message. Elle se sentait trahie, abandonnée, même si elle savait que c'était injuste. Elle ne répondit pas. Les jours passèrent sans qu'ils ne se contactent. Elena allait au travail, rentrait chez elle, s'isolait. Elle évitait le centre du village, évitait tous les endroits où elle aurait pu croiser Florian. Mais les pensées de lui la hantaient. La nuit, elle restait éveillée, l'imaginant allongée à côté de Katharina, faisant comme si tout était normal. Puis, une semaine avant Noël, on frappa à sa porte. Il était tard, après minuit. Elena ouvrit avec hésitation. Florian se tenait dehors, trempé par la neige, le visage déformé par le désespoir. « Je ne peux pas, »
murmura-t-il. « Je ne peux pas faire comme si tu n'existais pas. » Helena le fit entrer, oubliant sa prudence. Que s'est-il passé? Florian s'effondra. Katharina est au courant. Elle a trouvé des messages sur mon téléphone. Je pensais avoir tout effacé, mais elle a utilisé une application de récupération. Elle a tout vu. Helena sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Florian la regarda, les yeux remplis de peur. Rien. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste lu les messages, puis elle est montée dans sa voiture. Elle est allée chez son père, et depuis, elle ne répond plus à mes appels. Helena savait ce que cela signifiait. Klaus Brenner était désormais au courant. Et quand Klaus Brenner savait quelque chose, tout le village était bientôt au courant. Les conséquences seraient désastreuses. Le lendemain matin, tout Grenau était au courant. Helena le sentit dès qu'elle quitta la maison. Les regards des voisins étaient froids, condamnateurs. Madame Kaiser, sa propriétaire, ne lui adressa pas la parole, se détournant ostensiblement lorsqu'Helena la salua. À la boulangerie, un silence s'installa soudainement lorsqu'elle entra. La vendeuse la servit sèchement, sans les plaisanteries amicales habituelles. À la clinique, c'était encore pire. Sabine l'entraîna immédiatement dans son bureau. « Tu es devenue folle ? Klaus Brenner est allé voir le médecin-chef ce matin. Il a demandé que tu sois renvoyée. Tu as couché avec un homme fraîchement marié, Helena, avec le gendre du maire. À quoi pensais-tu » Helena sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne voulais pas. C'est juste arrivé. Florian a dit que son mariage était une erreur. » Sabine secoua la tête avec colère. « C'est ce qu'ils disent tous, Helena. Et au final, ce sont toujours les femmes comme toi qui en paient le prix. Le médecin-chef n'a pas encore pris de décision, mais tu devrais te préparer au pire. » Helena quitta la clinique plus tôt, incapable de supporter les regards de ses collègues. Sur le chemin du retour, elle remarqua que quelqu'un avait écrit quelque chose sur sa voiture. En lettres rouges, on pouvait lire « Adultère ». Ses mains tremblaient lorsqu'elle essaya de l'effacer, mais la peinture avait déjà séché. À la maison, elle trouva une lettre sous sa porte. Pas de timbre, pas d'expéditeur. Seul son nom y était inscrit d'une écriture soignée. Les doigts tremblants, elle l'ouvrit. Elle disait « Quittez Grenau. Vous n'avez plus rien à faire ici. Si vous restez, les conséquences seront pires que vous ne pouvez l'imaginer. » Helena appela Florian, mais il ne répondit pas. Elle lui envoya des messages sans réponse. La panique s'empara d'elle. Était-il blessé? Klaus Brenner lui avait-il fait quelque chose? Ou s'était-il simplement détourné d'elle pour sauver son mariage? Le soir, on frappa à nouveau à sa porte. Helena ouvrit prudemment. Ce n'était pas Florian qui se tenait devant elle, mais Katharina Brenner. Elle était petite, mais sa présence était intimidante. Ses yeux, derrière ses lunettes, étaient glacés. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix calme et maîtrisée. Helena recula et la laissa entrer. Katharina regarda autour d'elle dans l'appartement comme si elle examinait un échantillon de laboratoire. Puis elle se tourna vers Helena. « Je sais tout. Chaque message, chaque rencontre, chaque baiser. Mon mari m'a tout avoué. » Helena sentit son estomac se nouer. « Je suis désolée, je ne voulais pas... » Katharina l'interrompit. « Épargnez-moi vos excuses. Je ne suis pas ici pour entendre vos justifications. Je suis ici pour vous faire comprendre une chose. Florian m'appartient. Nous sommes mariés, devant Dieu, devant nos familles, devant ce village, et je ne laisserai pas une étrangère détruire cela. » Helena s'efforça de garder une voix ferme. « Florian m'a dit que votre mariage n'était pas heureux, que vous vous étiez éloignés l'un de l'autre. » Katharina rit, d'un rire froid et sans humour. Bien sûr qu'il a dit ça. Les hommes comme Florian racontent toujours ce genre d'histoire pour mettre des femmes comme vous dans leur lit. Mais la vérité, c'est que notre mariage n'est peut-être pas parfait, mais il est stable, et il continuera dès que vous serez hors d'état de nuire. « Que voulez-vous dire ?» demanda Helena, même si elle devinait déjà la réponse. Katharina s'approcha. Sa voix devint encore plus basse, encore plus menaçante. « Mon père contrôle ce village. Il peut transformer votre vie en enfer.
Votre travail, votre appartement, votre réputation, tout peut disparaître en quelques jours. Mais cela n'ira pas aussi loin. Quittez Greno de votre plein gré, retournez à Munich ou ailleurs, et nous oublierons que vous avez jamais existé. Helena sentit la colère monter en elle. Elle avait commis des erreurs, certes, mais elle ne se laisserait pas intimider par cette femme. « Et si je ne pars pas ?» Katharina sourit. « Alors mon père fera en sorte que vous partiez, d'une manière ou d'une autre. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Réfléchissez bien, Madame Hartmann. Vous avez 24 heures. » Après le départ de Katharina, Helena s'effondra. Elle pleura pour la première fois depuis des semaines, pleura de rage, de peur, de désespoir. Elle avait tout perdu, sa réputation, sa sécurité, peut-être bientôt son emploi. Et Florian, l'homme pour lequel elle avait tout risqué, avait disparu. Le lendemain, elle reçut son licenciement de la clinique. La raison invoquée était vague, quelque chose à propos de restructuration et de réduction budgétaire, mais Helena connaissait la vérité. Klaus Brenner avait tenu parole. Puis vint la nouvelle de Madame Kaiser. Elle devait déménager. Apparemment, la propriétaire voulait utiliser l'appartement elle-même. Encore un mensonge. Helena était assise dans son appartement, entourée des débris de sa vie, et essayait de décider quoi faire. Elle pouvait se battre, aller au tribunal, se défendre. Mais contre qui? Contre un maire qui contrôlait tout le village? Contre une communauté qui l'avait déjà condamnée? Cette nuit-là, elle reçut enfin un message de Florian. « Retrouve-moi demain matin. Parnach-Clam. 5 heures. J'ai un plan. » Helena hésita. Son instinct lui disait de ne pas y aller, que toute nouvelle rencontre avec Florian ne lui apporterait que davantage de souffrance. Mais elle devait savoir. Elle devait entendre ce qu'il avait à dire. Elle répondit donc. « Je viendrai. » La nuit fut longue et blanche. Helena fit ses valises, non pas parce qu'elle voulait rester, mais parce qu'elle ne savait pas ce que le lendemain lui réservait. Elle pensa à sa mère, décédée des années auparavant, et souhaita pouvoir entendre ses conseils. Elle repensa aux décisions qu'elle avait prises, aux signaux d'alarme qu'elle avait ignorés. Lorsque les premiers rayons du soleil ont traversé sa fenêtre, elle s'est levée, a enfilé des vêtements chauds et s'est mise en route vers la gorge de Partnach. Le chemin était glissant, recouvert de neige et de glace. La gorge était déserte, étrangement silencieuse. Helena est arrivée au point de rendez-vous convenu. Florian n'était pas encore là. Elle a attendu. 15 minutes, 30 minutes. Le froid lui transperçait les os. Puis, elle entendit des pas. Mais ce n'était pas Florian qui sortait de l'ombre, c'était Katharina, et elle n'était pas seule. Katharina sortit de l'ombre, accompagnée d'un homme grand, aux épaules larges, vêtu de sombre. Helena le reconnut immédiatement. Michael Brenner, le frère de Katharina, directeur de la caisse d'épargne. Son visage était dur, inexpressif. « Où est Florian ?» La voix d'Helena tremblait de froid et de peur. Katharina sourit froidement. Florian ne viendra pas. Le message venait de son téléphone portable, mais c'est moi qui l'ai écrit. Il dort paisiblement chez lui, sans se douter de rien. Helena recula, son dos touchant la paroi rocheuse froide. « Que voulez-vous de moi ?» Michael Brenner s'avança. « Nous voulons nous assurer que vous comprenez la gravité de la situation. Vous avez eu 24 heures. Elles sont maintenant écoulées. J'ai besoin de plus de temps, » murmura Helena. « Du temps pour faire mes valises, pour trouver un nouvel appartement. » Katharina secoua la tête. « Vous avez eu assez de temps. Mon père a déjà tout arrangé. Votre bail est résilié. Vous avez perdu votre emploi. Vous n'avez plus aucune raison de rester ici. » Helena sentit la panique monter en elle. « Et si je reste quand même, que ferez-vous alors ?» Les yeux de Michael Brenner se plissèrent. « Vous ne voulez pas le savoir. Ce village protège ses propres habitants. Et vous n'en faites pas partie. » Katharina sortit quelque chose de son sac. Le téléphone portable d'Helena. Elle l'avait oublié à la clinique la veille. Katharina fit défiler les messages. « Toutes les preuves de votre liaison sont là. Photos, messages, lieu de rendez-vous. Si vous ne partez pas de votre plein gré,
Tout cela sera envoyé à tout le monde à Grenau, à votre famille en Basse-Bavière, à vos anciens collègues à Munich, partout. Helena sentit ses genoux fléchir. Vous ne pouvez pas faire ça. Katharina s'approcha. Si, je peux, et je le ferai, à moins que vous ne quittiez Grenau aujourd'hui même. Faites vos valises et partez, et vous ne contacterez plus jamais Florian. Jamais. Et lui? Demanda Helena, désespérée. Qu'arrivera-t-il à Florian? Katharina sourit. Florian apprendra à être un bon mari. Il a commis une erreur, certes, mais les erreurs peuvent être corrigées, avec la bonne motivation. Helena comprit. Florian était tout aussi prisonnier qu'elle, peut-être même plus. Michael Brenner s'approcha encore, sa voix devint menaçante. « Nous avons perdu patience, Madame Hartmann. Mon père voulait agir avec subtilité, vous donner une chance de partir dans la dignité. Mais vous ne semblez pas l'apprécier. » Helena se redressa, essayant de montrer une force qu'elle ne ressentait pas. « Je vais partir, mais je veux voir Florian une dernière fois, je veux le regarder dans les yeux et entendre la vérité. » Katharina secoua la tête. « Non, cela n'arrivera pas. Vous partirez sans un mot, sans dire au revoir. C'est comme ça que ça marche. » Helena sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne pleurerait pas devant ces gens. « Très bien, je pars. Mais sachez une chose. Ce mariage que vous voulez désespérément sauver est déjà mort. Florian ne vous aime pas. Il me l'a dit, à plusieurs reprises. » Le masque de Katharina se brisa un instant. Son visage se déforma sous l'effet de la colère. « Je m'en fiche. L'amour n'a pas d'importance. La famille est importante. La tradition est importante. Et je ne laisserai pas une kinésithérapeute venue de nulle part détruire ce que des générations ont construit. » Michael posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Ça suffit. Elle a compris. » Il se tourna vers Helena. « Un bus pour Munich part dans 3 heures. Soyez à l'heure, sinon les conséquences seront graves. » Ils se retournèrent et s'en allèrent. Helena resta seule, tremblante, brisée. Le soleil se levait lentement au-dessus des montagnes, mais Helena ne ressentait que du froid. Elle avait tout perdu. Tout. Helena retourna à son appartement, les pensées se bousculant dans sa tête. 3 heures avant le bus. 3 heures pour mettre fin à une vie qu'elle avait essayé de construire. Elle commença à faire ses valises machinalement, jetant des vêtements dans sa valise sans réfléchir, puis son téléphone sonna. Florian. « Helena, où es-tu? Je viens de voir ton message. Que veux-tu dire par « adieu » ? Sa voix était paniquée. Helena ferma les yeux. Ce n'était pas un message de ma part. Katharina m'a attiré dans la gorge. Elle et son frère. Ils m'ont posé un ultimatum. Je dois quitter Grenau. Aujourd'hui. Florian jura doucement. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on parle. J'arrive tout de suite. Non, dit Helena fermement. Ne viens pas. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Ta famille me surveille. S'ils te voient ici, ils te détruiront aussi. Il y eut un silence. Puis Florian dit, « Je ne te laisserai pas partir comme ça. Nous trouverons une solution. Je divorcerai, quoi qu'en dise mon beau-père. Nous pouvons recommencer ailleurs. » Helena rit amèrement. « Florian, écoute-toi parler. Tu t'es marié il y a 3 mois. Ta femme te contrôle, sa famille aussi. Tu ne divorceras jamais. Et même si tu le faisais, que resterait-il? J'ai perdu mon travail, mon appartement, ma réputation. Que nous reste-t-il? » « Je t'aime, » murmura Florian. « Cela doit bien signifier quelque chose. » Helena sentit son cœur se briser. Peut-être que cela signifie quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Elle raccrocha avant qu'il n'ait pu répondre. 1 heure plus tard, elle faisait sa dernière valise. Elle regarda autour d'elle l'appartement qui avait été son foyer pendant si peu de temps. Les montagnes devant la fenêtre, qui l'avaient autrefois inspirée, ressemblaient désormais à des murs de prison. Son téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu. « Si vous ratez le bus,
Vous le regretterez. Il était accompagné d'une photo de sa voiture. Quelqu'un avait crevé les 4 pneus. Elena ressentit une colère glaciale. Elle ne partirait pas comme une femme brisée. Pas comme ça. Elle ouvrit son ordinateur portable et se mit à taper. Une lettre. À l'attention du journal local, des forums en ligne, de tous ceux qui voudraient bien l'écouter. Elle écrivit sur l'abus de pouvoir de Klaus Brenner, sur l'intimidation, sur la destruction systématique de sa vie. Elle décrivit tout avec des dates, des noms, des preuves. Mais avant qu'elle n'ait pu appuyer sur « Envoyer », elle entendit un bruit à l'extérieur, des pas dans l'escalier, des pas lourds et déterminés. Puis quelqu'un frappa à sa porte. « Ouvrez ! Police !» Elena ouvrit la porte en tremblant. 2 policiers se tenaient devant elle. Derrière eux, Klaus Brenner en personne. Le maire était un homme grand, la soixantaine, aux cheveux gris et au visage sculpté dans la pierre. « Madame Hartmann », dit l'un des policiers, « une plainte a été déposée contre vous. Harcèlement et intimidation. Vous devez nous suivre. » « Quoi ?» Elena le regarda, incrédule. « C'est ridicule. Je n'ai harcelé personne. » Klaus Brenner s'avança. « Ma fille, Katharina, a porté plainte ce matin. Vous l'avez menacée, vous l'avez suivie, vous lui avez envoyé des messages obscènes. Nous avons des preuves. C'est un mensonge, cria Elena. Vous inventez tout cela. » Le policier leva la main en signe d'apaisement. « Nous clarifierons cela au poste. Veuillez nous suivre. » Elena savait qu'il était inutile de résister. Elle attrapa sa veste, mais le policier secoua la tête. « Vous n'avez rien à emporter. Il s'agit seulement d'un interrogatoire. » Alors qu'on l'emmenait, Elena vit le visage de Klaus Brenner. Il souriait. Un sourire froid, sûr de sa victoire. Au poste de police, Elena fut conduite dans une petite pièce. Les heures passèrent. Personne ne vint l'interroger. Pas d'avocat, pas d'explication. Elle était assise, seule, frigorifiée, effrayée. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, ce n'était pas le policier. C'était Katharina. Elle s'assit en face d'Elena, calme, maîtresse d'elle-même. « Mon père a aussi de l'influence sur la police, » dit-elle doucement. « Vous resterez ici jusqu'à ce que le dernier bus pour Munich soit parti. Ensuite, vous serez libéré, sans accusation, sans excuse. Mais vos affaires ont déjà été retirées de l'appartement. Un ami de mon père vous conduira à la frontière du district. À partir de là, vous serez livré à vous-même. » Elena la fixa du regard. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi tant d'efforts pour une simple liaison ?» Katharina se pencha en avant. « Parce que vous êtes un symbole de ce qui arrive quand quelqu'un tente de s'immiscer dans notre monde et de le détruire. Tout le monde à Greno le saura. Celui qui s'en prend au Brenner est perdant. » Elena sentit tout son esprit combatif la quitter. Elle avait perdu, complètement. Elena fut libérée après minuit. Un chauffeur taciturne la conduisit à la frontière du district, jeta ses valises sur le trottoir et repartit. Elle se retrouva seule sur une route de campagne sombre, brisée, vaincue. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle prit un taxi pour Munich. 3 jours plus tard, dans un hôtel bon marché, Elena regarda les informations. Le titre la fit se figer. « Tragédie à Greno. Un jeune guide de montagne meurt dans un accident en montagne. » Florian Lechner était mort. Selon le reportage, il était parti seul en excursion, malgré les avertissements concernant le mauvais temps. Il avait fait une chute et son corps n'avait été retrouvé que 2 jours plus tard. Elena fixait la photo, incapable de comprendre. Son téléphone portable sonna. Un numéro inconnu. C'était Sabine. Sa voix tremblait. « Elena, ce n'était pas un accident. Florian a laissé une lettre, à son meilleur ami, pas à Katharina. Il a tout écrit. Le chantage, les menaces, comment Klaus Brenner l'avait forcé à te quitter. Il ne pouvait plus vivre avec cette culpabilité. » Elena sentit son corps s'engourdir. « La lettre, » poursuivit Sabine, « est maintenant entre les mains du procureur. L'ami de Florian l'a transmise. Une enquête a été ouverte contre Klaus Brenner, contre Katharina, contre les policiers corrompus.
Toute la famille est sous le choc. La mère de Katharina a fait une dépression nerveuse. Klaus a été temporairement suspendu de ses fonctions. Helena ferma les yeux. Florian avait accompli dans la mort ce qu'il n'avait pas réussi à faire dans la vie, révéler la vérité. Mais le prix à payer était trop élevé, beaucoup trop élevé. Quelques semaines plus tard, Helena lut que Katharina avait quitté Greno pour retourner aux États-Unis. Le mariage avait été annulé. Klaus Brenner était jugé pour abus de pouvoir et contrainte. Le village parfait n'était plus parfait. Le scandale avait divisé des familles, détruit des amitiés, brisé la façade idyllique. Helena ne retourna jamais à Greno. Elle trouva du travail dans une clinique à Ratisbonne, commença une thérapie, tenta de guérir. Mais la nuit, elle rêvait de Florian, des montagnes, de ce qui aurait pu être. Quelques mois plus tard, elle reçut une lettre de la mère de Florian. Elle disait « Mon fils vous aimait, il vous aimait vraiment, mais il était trop faible pour lutter contre sa peur. Sa mort n'est pas de votre faute. C'est la faute d'une société qui place l'honneur au-dessus du bonheur, le pouvoir au-dessus de l'humanité. Je vous pardonne. Pardonnez-vous, vous aussi. » Helena plia la lettre, les larmes coulant sur son visage. Elle avait tout perdu, son amour, sa réputation, son innocence. Et Florian avait perdu le plus précieux, sa vie. L'histoire d'Helena et Florian devint un avertissement à Greno, non pas sur l'amour interdit, mais sur les dangers du pouvoir, du contrôle et des fausses traditions. La famille de Katharina fut mise à l'écart. Klaus perdit les élections suivantes. Mais Helena ne trouva aucun réconfort, seulement la certitude que certains amours sont trop dangereux et que certains secrets sont trop mortels pour être gardés. Les montagnes de Greno lui avaient donné ce qu'elles avaient de plus beau et lui avaient pris ce qu'elles avaient de plus terrible. Et elle n'oublierait jamais.